Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 4 de ce Tour de France entre Dax et le circuit automobile de Nogaro, qui sera le lieu d'une arrivée assez inédite sur le Tour de France. On va arriver sur un circuit auto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour cette arrivée. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter les petites cloches, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et quand vous vous abonnez, vous pouvez rajouter la petite cloche. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Vous pouvez également aller voir TikTok et vous abonner à TikTok avec le débrief rapide de la journée juste après l'arrivée. Étape pour sprinter avec un final atypique sur le circuit de Nogaro, mais à part ça, sinon c'est tout plat, il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent du côté des baroudeurs, vu que l'étape ne comporte qu'un point au classement de la montagne. Le dénivelé positif, lui, est de 1427 mètres. C'est la 17e étape dans ce classement, donc vous voyez, on est très loin d'une étape très compliquée autour entre Dax et Nogaro. On prend le circuit de Nogaro, pas dans le sens habituel, notamment des coupes de Pâques en GT4. On prendra le circuit à l'envers et on aura pas mal de courbes avant la dernière ligne droite, et on utilise la ligne droite de l'aérodrome et pas la ligne droite classique du côté de l'arrivée de ce circuit de Nogaro. Donc c'est une ligne droite qui est un petit peu plus grande et on n'utilise pas complètement l'entièreté du circuit du côté de Nogaro. Nogaro qui est habitué des coupes de Pâques en GT4, c'est normalement la première course de l'année lors du championnat de France de GT. Le FFSA GT accueille la première manche de ce championnat. Arriver sur un circuit, c'est toujours particulier, c'est toujours un sprint atypique, et on peut se souvenir notamment cette année du Tour de San Juan où il y avait eu une arrivée du côté d'un autodrome et ça avait permis à Quinn Simmons de faire le coup du kilomètre. Donc ça pourrait nous donner quelque chose d'assez atypique parce que comme l'avait dit une fois Christophe Riblon, c'était lors du Région Pays de la Loire Tour avec le passage sur le circuit des 24 heures du Mans. C'est toujours particulier parce qu'il disait on a toujours l'impression d'être complètement arrêté sur une piste. C'est pas fait pour ça. Même s'il y a beaucoup de largeur, on a l'impression d'être complètement arrêté. Et là, sur une arrivée d'étape, ça peut nous donner vraiment un sprint particulier, surtout qu'il y aura des virages, encore une fois, en banking qui ne sont pas forcément évidents à prendre. Donc on regardera ça du côté du final de cette étape. On regarde le parcours de cette étape numéro 4 de ce Tour de France entre Dax et le circuit automobile de Nogaro. Vous voyez que le début de journée va être plutôt très intéressant. On va traverser une partie des Landes. Alors c'est assez drôle parce que vous voyez que le départ de l'étape est pas très loin de Mont-de-Marsan, qui sera le départ de l'étape de Bordeaux. Donc on est il y a un endroit où on sera très proche. Vous voyez au niveau du sprint intermédiaire, on sera pas très loin en fait au final de l'étape de Bordeaux qui aura lieu vendredi. Première partie de journée, vous voyez, on ira plutôt vers l'est et puis on fera une petite boucle ici. Et on repassera de l'est vers l'ouest pour arriver du côté de Nogaro, du côté du circuit automobile. Si on regarde le profil de cette étape, vous voyez que c'est très plat. Il n'y a pas de grande difficulté entre Dax et Nogaro. 181 km. Le sprint intermédiaire qui sera à mi-journée du côté de Notre-Dame des cyclistes. Et puis en fin de journée, vous voyez cette dernière partie de course vers Couranzan. À partir de Vic-Fezensac, c'est vraiment là où on repasse sur une route qui va aller vers l'ouest, donc vers Nogaro. Là, on sera vraiment quasiment le coin le plus à l'est de la course. La côte de Dému, 2 km 1 à 3,3 de moyenne, côte de 4e catégorie, qui permettra de donner un point. Est-ce que les baroudeurs seront encore en tête du peloton à ce moment-là? Vous voyez, c'est pas une côte très compliquée, la côte de Dému.
Et puis l'arrivée vers Nogaro. On regarde tout de suite le final, il est très intéressant ce final. Donc comme vous le voyez, hein, on arrive à 5000 mètres de l'arrivée. Alors à 5500 mètres de l'arrivée, il y aura un rond-point qu'il faudra franchir des deux côtés. Et puis ensuite, on arrive vers le circuit de Nogaro. Circuit de Nogaro où on prendra le circuit à l'envers. C'est ça qui est assez particulier. Donc l'entrée du circuit se fait à partir de 3000 mètres. Là, on rentre sur des routes d'accès, on va dire, pas forcément sur la piste. L'entrée sur la piste, elle se fait dans ce rétrécissement. Voilà, c'est là où il y a une porte d'entrée à l'accès à la piste, à 2 km 300 de l'arrivée. Et là, on rentre véritablement sur le circuit avec plusieurs courbes, hein, entre 2 km 100 de l'arrivée et 800 mètres à peu près, qui est le lieu du dernier virage. Pas mal de courbes, surtout particularité, on aura pas mal de virages en banking. Traduction, on aura des virages en pente, légèrement à plusieurs endroits. Donc ça, c'est toujours très particulier à prendre en compte, ces virages en banking. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le virage au niveau de la flamme rouge, eh bien, si vous êtes à l'extérieur, vous êtes plus haut que si vous êtes à l'intérieur de virage. On peut peut-être tenter de jouer avec la pente pour tenter de prendre de la vitesse et faire attention à cette dernière épingle. Et puis ensuite, une magnifique dernière ligne droite qui fait 750 mètres à 9 mètres de large. Et on n'utilise pas tout le circuit. C'est pas la ligne droite des stands qu'on utilise. Là aussi, particularité, c'est la ligne droite à côté de l'aérodrome. La ligne droite des stands, elle est ici. Donc il y aura, je pense, une petite bifurcation pour aller récupérer les podiums qui seront du côté, je pense, de la ligne droite des stands. Donc pas grand chose d'autre à dire du côté de ce final, mais il est assez tortueux, il y a pas mal de courbes, même si on a une belle largeur de piste, il faudra vraiment faire attention à ces virages en banking du côté du circuit Paul Armagnac, notamment ces virages-là, hein, toute cette zone-là, où là c'est vraiment du beau banking, avec des virages quand même qui, on n'a pas l'impression comme ça, mais qui sont assez resserrés. Alors le problème, c'est que nous on a l'habitude des sports mécaniques. En vélo, on aura peut-être une vitesse moindre, donc moins de difficultés à passer ces différentes courbes. On revient sur l'histoire du Tour de France et aujourd'hui on va parler du Tour de France 2009 avec l'étape numéro 9. Alors pas beaucoup de photos sur cette étape, j'aurai seulement des photos de Pierrick Fédrigo et Franco Pellizotti en majorité. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de photos intéressantes sur cette étape. C'est la dernière étape de cette édition dans les Pyrénées, un format de course atypique avec une étape courte de 161 km, mais surtout les deux difficultés de la journée, le col d'Aspin et le Tourmalet, qui se situe en milieu d'étape. Les leaders devraient donc se neutraliser et un baroudeur pourrait s'imposer. Au classement général, Nocentini est en tête avec 6 secondes d'avance sur Contador. On rappelle qu'il était dans l'échappée qui a gagné du côté d'Andorre-Arcalis avec la victoire de Brice Feuillu. Le début d'étape est très nerveux avec pas mal d'attaques, mais aucun groupe n'arrive à se former. Surtout que nous avons parfois des hommes dangereux avec notamment une attaque de Lance Armstrong. Il va falloir attendre un petit peu de temps pour que le bon groupe sorte. Ils sont seulement 4 à l'avant de la course. On retrouve Jens Voigt de la Saxon Bank, Franco Pellizotti de la Liquigaz, Leonardo Duque de la Cofidis et Pierrick Fédrigo de la B-Box Bouygues Télécom. Le groupe collabore bien. Et Pellizotti passe en tête du col d'Aspin. Malgré tout, Duque se fait distancer avant le sommet. Il passe avec 55 secondes de retard. À 2 minutes 57, on retrouve un groupe de 10 poursuivants. Nous avons des grands noms du peloton avec Laurens Stendam du côté de la Rabobank, Sergio Poligno du côté d'Astana, Jürgen van den Broek de la Silence Lotto, Stéphane Goubert d'AG2R, Egoy Martinez d'Euskadi Euskadi avec également son coéquipier Ahmed Chuluka, Juan Manuel Garrote de la Rabobank, David Moncoutier de la Cofidis, Vladimir Effinkim d'AG2R et Thomas Vauclair de la B-Box. Le peloton contrôle à 3 minutes 29 et Effinkim, qui est le mieux placé au général, n'est pas forcément très dangereux vu que c'est un équipier de Rinaldo Nocentini. On enchaîne avec le Tourmalet. Il ne se passe pas grand-chose dans cette difficulté. Duque est repris et lâché par le groupe de poursuivants et à l'avant, ils ne sont plus que deux. Jens Voigt n'a pas réussi à tenir les roues. L'Allemand est repris
également par le groupe de poursuivants. Le peloton passe avec 5 minutes 03 d'avance. Autant dire que ça ne va pas être facile pour le duo de tête pour s'imposer à l'arrivée de l'étape. À partir de maintenant, la journée est plate ou en légère descente, il n'y a plus de difficultés au programme. Heureusement, dans le groupe de chasse, on ne s'entend pas. À 40 km de l'arrivée, ils sont repris par le peloton. Les deux hommes de tête collaborent toujours ensemble, mais derrière, on est désormais bien organisé. Certains sprinteurs ont passé le Tourmalet avec le peloton, notamment Escar Fréré, Geoffroy Le 4, Alexandro Balan, Greg Van Avermaet, Peter Velits ou encore José Joaquim Rojas. C'est l'équipe caisse d'épargne de ce dernier qui tente de rentrer, mais les deux de tête collaborent encore et ils s'encouragent. Le duo franco-italien va résister au retour du peloton. Franco Pellizetti anticipe son sprint, mais il est battu par Pierrick Fedrigo. Le peloton échoue à 34 secondes du duo de tête. Aucun changement du côté du général. Bon, en même temps, le parcours ne s'y prêtait pas. Une étape qui ne restera pas dans l'histoire même de ce Tour de France, parce que je me souviens que c'était donc le dimanche avant la journée de repos, et je me souviens qu'il y avait, à part le Tourmalet, enfin l'ambiance dans l'école, vraiment, c'était un peu c'était complètement plat. Voilà, il n'y avait aucun rythme. C'était pas passé grand chose, et sur ce Tour de France 2009, c'est pas forcément l'étape la plus marquante de ce Tour de France 2009. C'était encéphalogramme plat, voilà, tout simplement sur cette étape. C'est pas toujours facile à placer dans une phrase. Le cycliste du jour, André Darrigade, le Français, né en 1929 à Narros, près de Dax. Coureur professionnel entre 1951 et 1966, c'est un des plus grands sprinteurs. Il a connu notamment les Tours de France avec l'équipe nationale dans les années 60. Il était équipier notamment de Jacques Anquetil. Jacques Anquetil aimait avoir André Darrigade avec lui parce qu'il disait que c'était un sprinter qui n'hésitait pas à se sacrifier pour ses leaders, à rouler énormément. Un des plus grands sprinteurs, champion du monde en 1959. Alors de manière assez surprenante, il n'est pas champion du monde de sprint. Il part assez tôt dans la journée, à plus de 220 km de l'arrivée, pour faire un sacré numéro. Champion de France 1955, Tour de Lombardie en 1956. Également, 22 étapes sur le Tour de France et 2 classements par points en 1959 et 1961. 6 jours de Paris également en 1957 et 1958. Il détient un record qui ne va pas être facile à battre. Record de victoires d'étape sur des Tours de France différents avec 11 victoires avec 11 Tours de France avec au moins une victoire, dont 10 consécutifs. Ça montre la légendaire capacité de sprint d'André Darrigade, mais aussi sa carrière, la longueur de sa carrière assez exceptionnelle. Du côté de la météo, temps un peu nuageux, 24 à 26 degrés, le vent entre 15 à 20 km/h, vent qui sera d'ouest pendant toute la journée, il est de dos sur la première partie de course, et puis il sera de face dans le dernier quart de la journée, notamment à partir de Vic-Fezensac, où là ça sera compliqué, donc il faudra faire attention. Et lors du sprint à l'arrivée, il sera également plutôt de face. Sur la ligne droite de Nogaro, il devrait être 3/4 face, taper les coureurs sur l'épaule droite. Du côté de la stratégie, échappé, je vois 2-3 coureurs grand maximum sortir. Il y a un seul pont classement de la montagne qui en plus est plutôt en fin d'étape, donc on n'est même pas sûr d'être encore en tête à ce moment-là. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faudra faire attention au coût du kilomètre quand même, qui est faisable sur cette étape si on n'est pas très bien organisé avec les différents virages. Du côté de mes favoris, j'ai décidé de mettre Jasper Philipsen. C'est un coureur qui est bien entouré, c'est un coureur qui est un très bon sprinter. On sait que c'est l'un des sprinters les plus polyvalents, donc il peut être très intéressant. J'ai mis Phil Bauhaus. Pas mauvais, Phil Bauhaus, il est capable vraiment de bien s'organiser avec son équipe. Il est capable vraiment de faire du très très bon travail, Phil Bauhaus. Et puis j'ai décidé de mettre Sam Walsford. Il est capable également de bien faire du bon boulot avec la DSM. Et lui, il est capable également de sortir les coudes. Donc ça ne lui fait pas peur d'avoir un final un petit peu chaud, un petit peu tortueux dans le circuit de Nogaro. Voilà, il est capable vraiment de faire du bon boulot à ce moment-là. Du côté de la grosse cote, j'ai décidé de mettre Søren Vareskjold, le champion du monde du contre-la-montre espoir.
Par exemple, le coup du kilomètre, lui, il est capable de le faire. Très bonne capacité de vitesse, mais il est également capable de faire le coup du kilomètre du côté du programme télé. Départ fictif à partir de 13h10. Le sprint intermédiaire à mi-course entre 15h19 et 15h31. Courant à 50 km de l'arrivée entre 16h09 et 16h24. Arrivée prévue entre 17h12 et à 17h34. Donc vous voyez, il faudra... C'est intéressant de regarder à partir de Courant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, à part voir le sprint intermédiaire, mais si vous voulez seulement voir l'arrivée, je pense qu'avant Courant, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à regarder cette étape si vous voulez vraiment voir le final de cette journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Ce soir, 21h, débrief du sprint. 17h45, débrief sur TikTok. Et puis demain, présentation 7h, avec une étape bien plus intéressante du côté des Pyrénées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!